Bonjour, dans cette vidéo donc, vous retrouverez la correction du devoir que j'ai donné sur 2 heures. Et on va commencer tout de suite par la question numéro 1. Alors, le sujet traitait du vol parabolique avec des données fournies. Énoncer la seconde loi de Newton en se référant au texte. Déterminer la valeur du vecteur accélération. Alors, ici, du coup, donc dans un référentiel galiléen, on peut dire que la somme des forces extérieures appliquées sur le système est égale à MA si M est égal à une constante. Voilà. Maintenant, on demande de déterminer le vecteur accélération. Donc on utilise cette relation en démarrant par un bilan des forces. Donc ici, seul le poids agit. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la portance, tout s'annule en fait avec la poussée des moteurs et ça se compense. Donc qu'est-ce qui reste? Le poids. Du coup, le principe fondamental de la dynamique, ici la seconde loi de Newton, va s'écrire P égale MA. Soit P c'est le vecteur moins mg uz, uz étant un vecteur unitaire orienté vers le haut. Et du coup, il vient donc A égale à moins g uz. On peut aussi travailler différemment en décrivant le vecteur P de la façon suivante. On dit que P égale à mg, où g est un vecteur vertical orienté vers le bas. Et à ce moment-là, on simplifie, on obtient A égale G. Dans la question 2, on nous demande de donner l'expression des coordonnées de A. Donc on va s'appuyer sur la question 1. Donc comme on a A égale à moins GUZ, on va en déduire les deux coordonnées, AX et AZ. Donc AX vaut 0, puisqu'il n'y a pas de composante suivant le vecteur UX, et AZ vaut moins G. Alors ici, j'ai pris UX, donc vecteur unitaire horizontal, et UZ, vecteur unitaire vertical. Alors sur le schéma, c'était marqué K et I, des notations plutôt mathématiques, on peut les utiliser également. Question 3. Déduire les coordonnées Vx et Vz du vecteur vitesse du point G. Donc là, c'est un raisonnement en plusieurs étapes. Donc, comme on a dv sur dt égale A, on peut en déduire que V est égal à Vx égale à K1, Vz égale à moins Gt plus K2, avec K1 et K2 égale à VA cos alpha, VA sin alpha pour K2, et du coup on en déduit la forme de l'équation V. Mais par contre on n'a pas dit pourquoi, donc il faut absolument dire pourquoi on fait tout ça. On part de la relation dv sur dt égale A. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme action? On va primitiver, on va rechercher la primitive de A. On primitive, d'où il vient alors donc la recherche de K1 et K2. Donc on va dire ce que l'on fait, j'écris ce que je fais, je recherche K1 et K2 à l'aide de l'instant t égale 0. On ajoute donc ici à ce résultat que l'on connaît, qu'en fait Vx de t égale 0, c'est égal à K1, c'est égal à V0 cos alpha, et à l'instant t égale 0, la vitesse, c'est la vitesse au point A, donc VA cos alpha, de la même façon pour l'autre. Et du coup, on produit le résultat final. Là, tout est argumenté. On a des déductions, on dit ce que l'on fait, on recherche et on propose la solution finale. On fait la même chose pour les coordonnées du mouvement de la question 4. Dans la question 4, on demande d'établir les équations horaires de x de t et z de t, et après on demande d'identifier les coefficients ici. Donc d'abord on résout les équations horaires. Donc ici en appelant K3 et K4 les constantes, on obtient le vecteur position OM et ses coordonnées. Mais on dit ce que l'on fait, on s'appuie sur le point de cours, dE de OM sur dt égale V, et on primitive, et là c'est la technicité mathématique qui permet de passer de l'un à l'autre. Reste à trouver. Donc on recherche K3 et K4, à l'instant t égale 0, on a x0 égale xa égale 0 d'après le repère qui nous est fourni, z0 égale za égale 8150 mètres, ça c'est la valeur numérique, mais on va garder la valeur littérale, za. Du coup, comme t vaut 0, on remplace dans les équations RT, on obtient 0 plus K3 égale à 0, la valeur de xa, et 0 plus K4 égale à za ici. Du coup, on obtient la relation suivante,
Donc on obtient les équations horaires du mouvement, ici de la position, x de t égale va cosinus t. Z de t égale moins 1/2 de gt carré plus va sinus alpha t plus za. Et on nous demandait de dire quelles étaient les constantes C, C1, C2, C3 et B qui étaient fournies. Eh bien, c'est par identification qu'on procède. Et on présente de la façon suivante. Un petit coup de soulignement, ce qui achève la présentation, et on enchaîne avec montrer que l'équation de la trajectoire est. Donc là, il y a une technique. On a une équation horaire, il faut passer une équation cartésienne, c'est-à-dire une équation où le temps a disparu. Du coup, et on trouve l'équation demandée. Alors attention, ici, cos carré alpha, ça signifie que c'est le cosinus qui est au carré. Donc c'est cosinus alpha au carré. Donc faire attention au développement, souvent il y a des carrés qui sont oubliés par étourderie. Donc soyez très vigilants à ça. Déterminer l'altitude atteinte au sommet de la trajectoire. On peut le faire de manière mathématique en disant que là on a une équation de parabole et puis on donne les formules de ces paraboles. Ou bien on peut le faire de façon un peu plus physique. Et c'est cette correction que je propose. Donc au sommet, Vz vaut 0. Pourquoi Vz vaut 0? Parce que notre objet il monte, il s'arrête et il redescend. Donc suivant Z, on est au moment où la vitesse ascensionnelle, la vitesse qui est suivant l'axe vertical, est nulle. Du coup, en notant Ts, le temps du sommet, on a 0 égale à moins GTS plus VA sinus alpha. Valeur qui provient de l'équation horaire de Vz ici. Hop. On calcule alors Ts, et après avec le Ts, on va l'injecter dans l'équation horaire de l'altitude. En manipulant les équations, on obtient ceci, soit... Donc application numérique avec les données du texte, on trouve 11,15. Maintenant, on a 3 chiffres significatifs en haut et en bas, donc on garde 3 chiffres significatifs. Donc 11,15, arrondi au supérieur, 11,2 secondes. Alors ça, c'est juste une valeur écrite. Je vais conserver la valeur de la calculatrice pour faire le calcul du Z correspondant. Et on demandait l'altitude. Donc l'altitude se déduit en calculant. Donc on dit ce que l'on fait. Calculons Z de TS. On réécrit l'équation. 1/2 G de TS au carré plus soit... Alors du coup, là on fait l'application numérique. Ce qui est important avec la calculatrice, c'est comme on vient de calculer le résultat d'avant, on utilise la touche répétition de la calculatrice. La touche répétition, pour ceux qui ne savent pas, j'espère que vous savez tous, c'est la touche qui est marquée ici rep, ou c'est marqué ANS. ANS c'est pour answered, réponse, c'est la réponse précédente en fait. Donc on fait seconde réponse et ça ramène ce terme-là. Donc du coup, ça permet de faire un calcul sans avoir de troncature, c'est-à-dire de tronquer, de couper le résultat précédent. Et du coup, ça minimise les arrondis. Et on trouve 8760 mètres, 37. Parce que là, avec les carrés, les arrondis, ça fait tout de suite des gros écarts. Donc si vous avez des écarts au résultat, c'est peut-être à cause de ça. Et reprenez les calculs en utilisant cette petite astuce de la calculatrice. On trouve 8760 mètres avec ces données. Pour ceux qui se demandent pour les chiffres significatifs, ici on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que les chiffres significatifs, on connaît les règles pour les additions, on connaît les règles pour les multiplications. Il faudrait évaluer à chaque fois la règle pour chaque terme et puis après faire la combinaison. Croyez-moi sur parole, ça va vous donner ça et éventuellement quelques chiffres derrière dont on aurait pu tenir compte. Mais en fait, non. À cause de l'addition. Donc, on garde ce score là et on s'arrête là. Voilà pour la question 6. Donc, question 7, on doit évaluer la cohérence d'un résultat. Alors là, il n'y a pas de magie, il faut s'appuyer sur le Z-score. Et le Z-score, eh bien, se calcule de la façon suivante. Calculons donc
Il nous faut une valeur de référence, il nous faut un résultat expérimental et il nous faut une incertitude. Ici, j'ai marqué incertitude expérimentale. Ça peut être aussi une incertitude sur la valeur de référence, qui est notre cas ici. L'incertitude, c'est ça, là. C'est ce truc-là, le plus 2,5. Donc du coup, ici, ça nous donne quoi comme calcul? Ça nous donne notre valeur de référence, 22,5, moins la valeur expérimentale. Le résultat expérimental est divisé par 2,5. Ce qui nous manque, c'est notre résultat expérimental. C'est pour ça qu'on nous demandait de calculer la date TB en secondes. Alors la date TB, comment elle se trouve? Eh bien, on va résoudre l'équation horaire, mais en passant en B. Donc, on a ZB égale à cette valeur pour la date TB, sauf que ZB, c'est le point qui se trouve à la même altitude que ZA d'après les données du texte, comme je vais vous le montrer ici. On a A ici et B ici. Donc, comme ZB égale ZA, eh bien, on va avoir simplification ici de ZA, ce qui conduit à résoudre une équation assez simple, qui est ce qui nous donne par factorisation de TB. On factorise donc TB, du coup, si ce produit est nul, ça veut dire que l'un des deux est nul, sauf que TB n'est pas nul, donc c'est forcément ce terme qui s'annule et qui conduit à TB égale à ceci. Et on remarque que VA sinus alpha sur G, c'était la valeur du temps au sommet, donc là, ça nous fait, on avait trouvé 11,15, donc là, on trouve 11,30. En gardant les bons nombres de chiffres significatifs. Attention, ce sont des secondes, donc on garde l'unité. Et du coup, c'est ce terme-là fois 2. Donc ici, hop, c'est pas très bien organisé, mais fois 2. Soit TB égale 23 secondes. Alors, et hop, j'aurais peut-être dû prévoir un peu plus de place. Alors, donc mon Z-score, il va être égal à 22,5 moins 22,6 sur 2,5, ce qui est inférieur ou égal à 2. On fait le calcul, on trouve que c'est inférieur ou égal à 2. Et si c'est inférieur ou égal à 2, on conclut que c'est cohérent. Alors, ça mériterait un tout petit peu plus de place. Donc, il y avait un point pour le calcul de TB et 0,5 points pour calculer le Z-score et conclure. Alors maintenant, on analyse le vol en palier. On est en palier et puis on nous dit qu'on est à vitesse constante sur notre palier. Donc comme on est sur un palier, la trajectoire est droite, son altitude et sa vitesse sont constantes, donc on a un mouvement qui est horizontal. Il est horizontal et puis il est soumis à des forces et on vous demande la nature du mouvement. Donc les natures du mouvement qu'on connaît, mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne accéléré, mouvement rectiligne uniformément accéléré, dans le cas où la vitesse subit une accélération constante. Et puis après, on a les trajectoires circulaires, etc. Donc ici, on va se restreindre à ça. Ici, on a une vitesse en valeur qui est constante. On a une trajectoire qui est droite, horizontale, qui plus est. Ça aidera pour la suite. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. Du coup, principe d'inertie. Principe d'inertie, somme des forces égale vecteur nul. On peut remarquer que c'est finalement le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la seconde loi de Newton, où on a égal ma, sauf que ici, comme la vitesse est constante en valeur et en orientation, eh bien le vecteur accélération est nul. Du coup, eh bien, on retrouve bien que ça fait 0. Voilà. Alors, dessiner ces forces, puis exprimer leurs coordonnées. Donc là, en fait, on applique ce qui est fait avant en utilisant les données du texte, qu'on va faire un petit dessin. Du coup, notre avion, il se déplace horizontalement, à une certaine altitude. Il a la force de poussée qui est dans le même sens que le déplacement, c'est une poussée. La traînée qui tire vers l'arrière, la portance vers le haut et le poids vers le bas. L'ensemble est nul. Donc si on s'intéresse aux coordonnées, on place un repère, UX, UZ, le même que tout à l'heure, et on écrit les coordonnées. Donc ici, 0R. Pourquoi? On a un vecteur purement vertical, donc la coordonnée horizontale vaut 0, la coordonnée verticale vaut plus la norme. Ici, pareil pour P, purement vertical, mais on est orienté vers le bas. Donc comme on est orienté vers le bas, ça nous donne une coordonnée négative de la valeur numérique mg, de la norme. Pour F, c'est le contraire. On a un vecteur purement horizontal, donc la coordonnée verticale vaut 0, alors que la coordonnée horizontale vaut plus la norme, donc plus F, parce que F est dans le sens du vecteur UX. Et de même pour T, ça va nous faire moins T.
Et du coup, en appliquant la somme des forces égale au vecteur nul, ça revient à additionner tous nos vecteurs et nos coordonnées et à dire qu'on obtient le vecteur 0, 0. 0 plus 0, ça fait 0, plus f moins t, ça nous fait f moins t égale 0. Et en bas, r moins mg plus 0 plus 0, r moins mg égale 0. Et on en déduit les normes de la portance et de la traînée dans ces conditions, c'est-à-dire T égale F, R égale mg, on passe à l'application numérique avec les données fournies et on va trouver les valeurs des forces en kilonewton en prenant le soin de convertir les unités, notamment les tonnes, en kilogrammes. La suite. Donc on s'intéresse dans la suite à la question 10 au décollage. Donc on est sur une piste horizontale, c'est ce que dit le texte avant. Donc on est sur une piste horizontale avec la force de poussée qui est fournie précédemment. Et on nous demande de calculer la valeur de l'accélération à l'instant initial. Alors là, on va réappliquer la seconde loi de Newton. D'après... Alors comme on l'a déjà dit avant, la seconde loi de Newton dans le devoir, d'après, on peut peut-être tout de suite dire somme des forces égale ma. Avec, ici, on nous dit que la traînée est nulle à l'instant initial, il n'y a pas de mouvement, donc la traînée est consécutive au mouvement et au frottement dans l'air. Donc on a F plus R plus P qui est égal à ma. Sauf que ici on a sur un mouvement horizontal, rectiligne qui plus est. Du coup l'accélération elle est forcément horizontale et rectiligne. Donc R plus P est égal au vecteur nul. Et il vient F vecteur égale ma. Mais on nous demande la valeur de l'accélération. On a des vecteurs qui sont collinaires et de même sens, d'où la norme de F est égale à m fois la norme de A. Alors le fait qu'ils soient de même sens, c'est tout simplement parce que la masse est positive. Et en norme, ça nous donne la même égalité. Et on en déduit la valeur de l'accélération qui est égale à la norme de F sur la masse. Alors ici, la norme de F et la masse étaient données, donc 148 tonnes. Donc là, on fait x 10 puissance 3. Alors pourquoi x 10 puissance 3? Pour voir qu'on a 3 chiffres significatifs. Ce qui nous permet de prendre les bons nombres de chiffres significatifs pour notre calcul. C'est-à-dire 4,67 10 puissance 2 kN qu'on transforme en newton. Et donc 4,67 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. 10 puissance 3, 10 puissance 2, ça se simplifie. On a 3 chiffres significatifs en haut, 3 chiffres significatifs en bas. On conduit donc le calcul suivant. 4,67 fois 10 puissance 2 divisé par 148. Ce qui nous donne 3,15, 5. J'arrondis au supérieur, 3,16. Et on n'oublie pas l'unité, mètre seconde moins 2. Donc là, on a l'accélération initiale, et puis on nous dit on analyse le décollage au radar. Et puis on voit que on a des différences. Calculer l'accélération manquante à partir des données de tableau. Alors, par définition, A égale à dv sur dt. Donc les deux vecteurs sont collinaires. Les vecteurs sont collinaires, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc là, en termes de valeur, en termes de normes, l'égalité va se conserver. Et du coup, on va avoir A égale à dv sur dt. Alors là, on passe dans le côté numérique. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont discrètes, c'est-à-dire que ce n'est pas continu, et faire une opération de dérivation, c'est compliqué. Alors de façon discrète, quand on calcule une dérivée, on fait toujours la variation entre ce qui arrive après et ce qui arrive avant. Donc le point dont on veut calculer l'accélération, c'est celui-ci. On va donc prendre les données précédentes et les données suivantes, parce que c'est comme ça qu'on fait des calculs de variationnels en mathématiques. Ce qui nous donne ici V, donc si on appelle ce point-là 1, 2, 3, 4, 5, ben ça nous ferait V5 moins V4, le tout divisé par T5 moins T3. Évidemment, je vais avoir des tours de riz. On prend le 5 et le 3 pour calculer le 4. Ça marche? Donc c'est ça qu'on attendait. Et du coup, après, on trouve la valeur
Donc là, on conduit le calcul, ce qui nous donne. Alors la calculatrice nous donne exactement 3,05. Maintenant, tous les calculs qui sont faits ici sont faits avec une précision de 3 décimales. Là, j'ai adapté, mais on aurait pu laisser 3,05. Commenter la nature du mouvement. Alors, la nature du mouvement, ici, on va faire un commentaire graphique, c'est ce qui est le plus simple. Ici, c'est pas ce qui est le plus simple, mais on a une évolution de la vitesse qui est linéaire, puisqu'on passe par 0, et en fonction du temps, on est linéaire. Ce qui veut dire que notre équation est la suivante. V est égal à une constante, appelée coefficient directeur, fois t. Et du coup, quand on a une telle relation, ça veut dire que la constante, c'est notre accélération, que cette accélération est donc constante au cours du temps, ce qu'on retrouve à peu près avec toutes les valeurs, c'est à peu près constant. Et si on avance de façon rectiligne à accélération constante, eh bien on a un mouvement rectiligne. Rectiligne, c'est parce que la trajectoire est droite, donc on s'appuie sur le descriptif, on roule sur la piste, rectiligne, mais on est accéléré toujours de la même façon, donc uniformément accéléré. Alors, donc là, hop, sans justification ici de mettre ça, c'est suffisant, sinon on dit car la vitesse est constante. Car l'accélération est égale à une constante. Et donc voir courbe, voir tableau, comme vous voulez. On pourrait détailler, on dit c'est linéaire, donc voilà. Moi j'attendais pas ici de spécification, on doit identifier un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Question 13. Question 13, on dit oui mais calculer l'accélération mesurée, son incertitude type. Donc on a vu que dans le tableau, il y avait des accélérations qui n'étaient pas les mêmes. Presque les mêmes, mais pas les mêmes. Alors du coup, on va faire un petit calcul d'incertitude pour savoir si on n'a pas fait des petits écarts, des erreurs, voir un peu comment ça passe. Donc là, on le fait à la calculatrice. Donc moi, je le fais avec une TI, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez d'autre. On va dans le module stats, on édite, on rentre les valeurs, 3.049, 3.049, 3.049, donc ça ce sont les trois valeurs ici. Je rajoute la valeur que j'ai calculée, 3.050. Je rajoute la valeur de 3.051 et je rajoute la valeur de 3.052. Et ici maintenant, je vais dans stat, je retourne et je vais faire un calcul avec une seule variable, donc stat à une variable. Et je prends la liste 1, c'était bien la liste que j'ai remplacée, et je fais calculer. En calculant, je trouve une valeur moyenne de 3,05, donc c'est ça qu'on me demande, calculer l'accélération mesurée. Ici, on mesure sur ce laps de temps très court une accélération initiale de A égale à 3,05 mètres seconde moins 2. Alors on n'oublie pas les unités. Ensuite, on nous dit qu'on a Sx, c'est l'écart type de l'échantillon. Donc ça, il faut le savoir. Sx est égal à 0,00126. Je vais mettre juste 0,126 parce que les incertitudes, on garde 1 à 2 chiffres significatifs. Donc là, j'en prends 3. Et puis, le nombre de mesures. Le nombre de mesures est égal à 6 ici, parce que c'est important. Ici, on nous dit comment on va faire le calcul. Et donc, l'incertitude U sur l'accélération, donc on note U de A, c'est égal à quoi? C'est Sx sur racine de n. Et ça, je vais le faire à la calculatrice. Donc, je sors. Et je vais calculer mon Sx 0,00126 divisé par seconde, hop, racine de 6. On n'oublie pas la racine, c'est ballot. 5, 10 moins 4. Donc ça nous fait 5, 10 moins 4. Alors, quand l'incertitude type, on garde un seul chiffre significatif si c'est supérieur à 5. Si c'est inférieur à 5, on garde deux chiffres significatifs. Et donc E moins 4, ça veut dire 10 moins 4. Et c'est des mètres seconde moins 2, puisque c'est une incertitude sur l'accélération. Donc du coup, le résultat que l'on va donner, commenter le résultat, déjà, on va dire A est égal à 3,05
plus ou moins 0,0, attention, 5, 10, moins 4, 0,05 mètres seconde moins 2. Donc là, on voit qu'il n'y a pas le même nombre de chiffres après la virgule, on adapte, on rajoute 1, 2, 0. Et ensuite, on commente. On voit que c'est différent de notre calcul de question 10, différent de 3,16. C'est différent et on nous propose de déduire, de commenter la différence. Alors en fait, on nous demande de faire un calcul à l'envers. Calculer de cette accélération, donc de celle-ci, la masse au décollage. Et il manquait une information que j'ai donnée à l'oral, et vérifier que c'est 8 tonnes. Alors calculer la masse au décollage, on sait que la force de poussée est la même, on sait que la masse, du coup, c'est la masse au décollage, et multiplié par A. On en déduit du coup la masse au décollage, qui est égale à, la force divisée par l'accélération, F divisé par A, égale, et on prend donc 4,67 fois 10 puissance 5, ce qu'on avait mis tout à l'heure en première question, et on va diviser par notre 3,05. 3,05 qui est l'accélération qui est ici. Ça, l'incertitude, on n'en tient pas compte dans nos calculs, c'est juste pour qualifier la valeur expérimentale. Et on trouve 153, puisque j'ai un certain nombre de chiffres significatifs. Donc on avait 4,67, donc 3 chiffres pour la force, 5 chiffres ici pour l'accélération, on garde 3 chiffres. 153, 10 puissance 3 kg, c'est-à-dire 153 tonnes. Et on a bien un écart de 8 tonnes avec la valeur de 148. C'était un écart de 5 tonnes. On a bien un écart de 5 tonnes avec la valeur de 148. Et pourquoi justifier l'écart? Tout simplement, au décollage, on a plus de carburant, alors que les données, c'était des données en vol. C'était indiqué, hop, je retourne la copie ici, vol en palier, et donc ça, c'était 148 tonnes en palier. Sauf que là, on est au décollage, on a de l'essence en plus, ce qui montre la distinction. Voilà. Donc, ce qui achève ce devoir de terminale, avec une rédaction qui est quand même, somme toute, assez détaillée. Donc ici, dans le barème, maintenant, si on s'intéresse au barème, on a des valeurs numériques, on n'oublie pas les unités, et puis on a les formules littérales. Et à chaque fois, il y a ça. Donc ça, c'est l'écriture du résultat, avec la différence de 0,316. 0,25, c'est pour avoir toutes ces valeurs. 0,5, c'est pour avoir l'incertitude, puis le résultat, et ensuite la comparaison, puisqu'on nous demande de commenter le résultat question 10. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on est à l'extérieur de l'encadrement. Là, donc, on a un mouvement rectiligne, et puis uniformément accéléré, on attendait les deux. Ici, on cite la formule, on a la bonne formule de calcul, et c'est celle-ci qui devait être critique, donc on peut perdre des points là, et puis la valeur numérique qui va bien. 1,5 point, je me pars du principe de la somme des forces, j'écris le bilan des forces, je transforme, donc là on est sur 1 point, et application numérique, un demi-point. Ici, du coup, on nous demandait de dessiner les forces. Bon, c'était sur un point, puis 0,5 et 0,5, c'était d'avoir les deux normes, en fait. Donc, produire les normes et puis produire un peu de calcul, c'était sur un point. Ici, donc, principe d'inertie, ok, et puis dire que le mouvement était rectiligne et uniforme. Donc, ça, c'est les conditions pour pouvoir avoir la somme des forces égale vecteur nul. Là, donc, la production du Z-score, 0,5 points sur le Z-score, là, pour commenter, et calculer TB, c'était sur un point. Donc, un calcul qui soit assez argumenté, hein. Vous ne pouvez pas juste dire TB égale 22. Là, on revient sur le barème d'avant. Donc, ici, la recherche, la condition, 0,5 points, la résolution de l'équation, 0,5 points, et le calcul de Z, 0,5 points. Ici, poser T égale cosinus alpha, d'après la question, donc ça c'est sur 0,5 points, et après résoudre et développer. Hein. Il faut mettre en évidence, donc il faut vraiment faire ce petit truc-là, c'est sur un point. Donc là, à chaque fois, c'était pareil. Citer le point de cours, trouver la primitive,
Ensuite, 0,5 points, c'était la recherche des constantes. Et 0,25 points, c'était du coup la résolution et l'identification à la fin. Après, ici, donc pareil, le point de cours, l'exécution de la primitive, la recherche des constantes sur 0,5 points. Il y a deux constantes, hein, donc 0,25 et 0,25. Et puis l'écriture du résultat complet. Ici 0,5 points puisqu'il y avait les deux coordonnées à donner, 0,25 et 0,25. Et enfin ici, dans le référentiel galiléen, on cite la somme des forces. Alors la masse est constante, ok, on peut ne pas le mettre ça. Le bilan des forces P égale MA, du coup on remplace. Et ensuite on trouve l'expression par manipulation. Et voilà pour le barré. Donc j'espère que ça va vous permettre de bien bosser derrière, d'avoir un exercice résolu. Puis vous voyez, 30 minutes de vidéo. Alors évidemment, j'ai passé plus de 30 minutes à faire ça parce que j'ai coupé, j'ai écrit. Mais voilà, moi je vais mettre 50 minutes peut-être à rédiger aussi proprement, à écrire aussi bien, à faire mes petits encadrés. Donc vous pouvez compter que vous multipliez par 2 le temps, en sachant que vous avez 2 fois plus de temps pour réfléchir en fait. Vous avez la moitié du temps où vous réfléchissez, l'autre moitié vous exécutez. Bien distinguer les questions de cours des questions qui ne sont pas de cours. Et puis être précis. C'est-à-dire citer un point de cours sans raconter votre vie. Donc ça, c'est le petit commentaire qu'on peut donner. Moi, je me munis d'une petite règle comme ça, là. J'ai acheté ça, ça coûte 6 €. Ça permet d'encadrer les résultats. Voilà. Donc ça fait un truc propre à la fin. Eh bien, à bientôt, puis faites-en bon usage.